was a pillar of hip hop? Chris Lighty. Right. Who wanted to be like Chris Lighty? Jimmy Henchman. Yeah. What did Jimmy Henchman do? You said Move that. on the same block as Chris Lighty. Who did Chris Lighty have? LL, Diddy, 50, Buster. Who did Henchman want to be? Chris Lighty. Who was we down with? Chris Lighty. Beef is inherited. Stop playing, nigga. Lorsqu'on parle des embrouilles de 50 Cent entre la fin des années 90 et 2010, les fans de rap auront surtout tendance à nommer des rappeurs à l'instar de Ja Rule, Fat Joe ou encore The Game. Cependant, lorsqu'on regarde de plus près, on se rend compte que les embrouilles qui auraient pu lui coûter la vie, eh bien, c'est pas avec les rappeurs en fait, c'est avec les personnalités qui se cachent derrière les rappeurs. En ce qui concerne Murder Inc. avec Ja Rule et Irv Gotti, il s'agit de Supreme McGriff, j'en ai même fait une vidéo. Et en ce qui concerne The Game, il s'agit d'un certain Jimmy Henchman. Et c'est de lui dont on va parler aujourd'hui. Jimmy Henchman est probablement l'un des pires, si ce n'est le pire ennemi de 50 Cent, car cet homme a tenté de nuire au rappeur alors qu'il était au pic de sa carrière. Tu vois, contrairement à Supreme McGriff, qui finalement a fait le plus de mal à 50 Cent avant qu'il devienne 50 Cent, c'est-à-dire la star que l'on connaît aujourd'hui. Dans ce nouvel épisode de Affiliated, on va revenir sur toute l'historique de la détestation entre 50 Cent et Jimmy Henchman, et bien sûr on va parler aussi du clash avec The Game, et on va essayer d'en tirer un petit peu les leçons. Yo tout le monde, ici c'est Chris d'Iconic, et on se retrouve pour un nouvel épisode de Affiliated. Donc là votre major a la barre de vie à fond, donc j'ai grave de l'énergie. Je vais vous faire un banger, donc mettez un maximum de likes, commentez un maximum cette vidéo et partagez-la. Alors comme vous pouvez le voir, je suis iced out aujourd'hui. Ça veut dire que je vais vous parler de Chain Nation. Merci à Chain Nation de sponsoriser cette vidéo. L'hiver approche, donc quoi de mieux que de se givrer les poignets, le tour du cou et bien sûr les oreilles. Chain Nation est une marque de bijoux qui propose des produits pour les hommes ainsi que pour les femmes. Ce qui est vraiment cool avec Chain Nation, c'est que la gamme de produits est très large. Il y en a pour les tout petits budgets comme il y en a pour les budgets sérieux. Ils savent faire du VVS, ils travaillent avec des rappeurs régulièrement. Mais le but ici, c'est de parler aux gens qui n'ont pas forcément 30 000, 50 000 euros à mettre. La boutique propose absolument toutes sortes de produits. Il y a des bracelets, des boucles d'oreilles ou encore des bagues. Je te laisse aller regarder sur le site, il y a tellement de choix. Pour ma part, j'adore la montre, le chokers et surtout cette chaîne tennis avec le petit ange. C'est vraiment devenu ma marque de fabrique à titre personnel. Je pense d'ailleurs que je vais m'en acheter d'autres des comme ça parce que franchement, j'adore l'ange en soi. Je trouve que ça me représente bien. Je suis un ange. En ce qui concerne le règlement, tu as la possibilité de régler en plusieurs fois avec Klarna. Et en ce qui concerne la livraison, elle est gratuite en France et à l'étranger. Et tu peux même bénéficier de la livraison en 24 heures si tu as une commande qui excède 200 euros. Et aussi concernant le service client, ils sont excellents. Pour ma part, j'ai cru que j'avais cassé quelque chose sur mon bracelet. Je les ai contactés. Ils ont su tout de suite m'orienter et ils étaient même prêts à me renvoyer exactement la même pièce. Donc, en termes de retour et de service client, c'est vraiment les meilleurs. En ce moment, c'est les offres Black Friday jusqu'à dimanche. Il y a plein de promotions. Et en plus de ça, j'ai un code promotion qui vous offre un produit acheté égale un produit offert au choix avec le code BOGO. Donc si tu veux te faire plaisir à un petit prix, parce que pour le coup, il y a un petit prix, c'est dès maintenant avec ce code promotion. Le lien se trouve dans la description et sur le premier commentaire. On reprend la vidéo. Sans plus attendre, on y va. It's your birthday. We gon' party like it's your birthday. On est au début des années 2000 et le raz-de-marée 50 Cent vient tout juste de s'abattre sur les côtes du rap. En l'espace d'un an, le rappeur de South Jamaica Queens devient LA nouvelle sensation planétaire du rap et son groupe G-Unit, composé principalement de Lloyd Banks, Tony Yayo et Young Buck, deviendra le groupe de rap le plus populaire de New York après le Wu-Tang. Alors pour être honnête, le run de 50 Cent et je dirais de Lil Wayne ont été les plus impressionnants, dans le sens où tout le monde écoutait leur musique, tout le monde était fan. En plus d'être fulgurante, l'ascension de 50 Cent était aussi atypique. Parce qu'après avoir connu des déboires dans la rue et dans la musique, notamment chez Sony,
that's okay, cause I don't like y'all anyway. Le rappeur finit par se faire signer dans un label West Coast. Et c'était pas commun en fait à l'époque. Surtout quand tu viens de New York, parce que finalement, il y a énormément de labels dans les alentours. Et donc ce label West Coast, comme tu le sais, c'est Shady Aftermath. I heard it. I brought it to Dre. Dre heard it. Basically, we said, let's do a joint venture. Me and you get involved. Yeah, this is perfect. I'm sitting like 50-50 on 50, like Yeah. cutting out Et fait assez particulier, 50 Cent n'était pas spécialement connecté à la culture West Coast avant sa signature. Tu vois, contrairement à Exhibit, qui vient de Détroit, mais qui a travaillé énormément avec des artistes West Coast, dont Dr. Dre, qui lui avait clairement cet ADN-là dans sa musique. Et justement, en parlant de Dr. Dre, tous ses plus gros succès dans cette période-là étaient avec des artistes en dehors de la Californie. Je pense à Eminem, Exhibit et 50 Cent. Et dans cette période-là, l'entourage de Dr. Dre commençait à le chuchoter à l'oreille qu'il fallait mettre plus d'artistes de la Californie en avant. You gotta blow up the West Coast, nigga. West Coast, the best coast, cuz. Et ça tombe bien, Dr. Dre venait de signer un jeune rappeur venant de Compton qui était de plus en plus populaire localement et qui avait besoin davantage d'exposition. Son nom, The Game. Come get some pistol grip pump. Give me 6 inches on them white air ones. Dr. Dre pense qu'intégrer ce dernier à G-Unit peut être un excellent moyen de lui donner de la visibilité, mais aussi de pouvoir avoir une sorte d'hégémonie sur toute la scène rap des États-Unis, parce qu'au sein d'un seul groupe, tu as 50 Cent, Yayo et Banks qui représentent la côte Est, Young Buck qui représente le Sud, et enfin The Game qui représente la côte Ouest. Visionnaire qu'il est, 50 Cent accepte de l'intégrer au groupe, même s'il n'a pas énormément d'affinité avec lui. 50, turn the lights on for niggas. Cause this is how we do. I was in Battery Park looking at the Statue of Liberty. Like smoking a joint. Yo, 50, you giving this nigga that shit? Nigga ain't even down with the team like that. Mais en l'intégrant dans le groupe, 50 Cent n'avait pas réalisé qu'à ce moment précis, il avait fait rentrer le loup dans la bergerie. Jimmy Henchman. Alors, qui est Jimmy Henchman? De son vrai nom, James Rosemond, Jimmy Henchman est un directeur de label et manager. Parmi ses plus importants clients, il y a The Game. Le nom de Jimmy Henchman n'était pas inconnu à 50 Cent, car avant de se lancer dans l'industrie de la musique, Jimmy était connu dans tout New York, en particulier parmi les gangsters. C'était loin d'être un tendre. En effet, l'exécutif a d'abord bâti sa réputation dans la rue, puis il s'est lancé dans l'industrie de la musique et il était au départ, on va dire, le trait d'union entre le monde de l'entertainment et de la rue. Guys in the streets didn't know how to reach an artist. Being that the guys in the streets knew that I was in the music business or I had one foot in the music business, they would always reach out to me and see if I could reach to them. We would be that conduit for them dudes in the street who wanted to get to guys in the music industry and vice versa. Il a ensuite créé une boîte de management de producteurs. Il a d'ailleurs travaillé avec de très gros artistes dans les années 90, notamment Aaliyah, les Fugees ou encore Salt and Pepper. Donc son blaze Henchman signifie homme de main. Et lorsqu'on lui demande pourquoi ce nom, voici ce qu'il répond. The henchmen stand for being a good friend. We've always been good friends to those who've been in this business. Bon, c'est une réponse à la fois, je sais pas, diplomate, mais en même temps, tu comprends exactement de quoi il veut parler quand il parle d'être un très bon ami. On a tous besoin de très bons amis. Ce dernier a fréquenté Supreme McGriff ou encore Calvin Martin, j'ai nommé le vrai 50 Cent, avec qui il a passé un bout de temps en prison. Et pour couronner le tout, Jimmy Henchman serait derrière la première fusillade dont Tupac a été victime le 30 novembre 1994 à l'entrée du Quad Recording Studio. Tu sais, c'est l'incident qui a mis le feu aux poudres et qui a déclenché la guerre East Coast-West Coast. Ouh, le CV est costaud. Donc, lorsque Henchman rentre dans la danse, les choses vont prendre une drôle de tournure, car une guerre souterraine va avoir lieu, et ça entre Henchman lui-même et le manager de 50 Cent, j'ai nommé Chris Lighty. Chris Lighty est, je pense, l'une des personnalités les plus importantes de l'industrie du hip-hop, et ça de tous les temps. Pour te le présenter brièvement, Chris Lighty est un pilier du hip-hop et l'un des plus grands managers de cette musique. Parmi ses clients, il y avait LL Cool J, Busta Rhymes, Mariah Carey, Puff Daddy, Nas
et même plus tard Soulja Boy. Il faut savoir aussi qu'il a été le directeur du plus gros club hip-hop des années 90, j'ai nommé le Tunnel, The Tunnel comme ils disent. Et donc en fait la boîte de management de Chris Lighty, c'est en quelque sorte l'ancêtre de Roc Nation. C'est vraiment le premier à avoir une boîte de management avec autant de clients importants dans le hip-hop. Et donc d'après les dires de 50 Cent et de Tony Yayo, Jimmy Henchman a toujours été jaloux de Chris Lighty. I'll tell you the poison in that was Jimmy Henchman. Jimmy Henchman never liked Chris Lighty. So Chris Lighty always had like hate from people because, you know, he had P. Diddy, he had 50, he had Foxy. He had Missy, he had LL, yeah. Bien qu'il existe une rivalité entre les deux exécutifs, le début des tensions arriveront d'abord par 50 Cent et The Game. Alors pour t'expliquer un petit peu, Dr. Dre passait énormément de temps à travailler sur le premier album de The Game, The Documentary. Et en fait, 50 Cent, qui avait déjà connu un énorme succès avec Get Rich or Die Trying, devait être la priorité du label. Et pourtant, Dr. Dre passait tout son temps sur le premier album de The Game. Et ça a commencé à frustrer 50 qui se disait « Attends, je viens de lui vendre 11 millions d'albums et pourtant je ne suis pas sa priorité. » Et c'est d'ailleurs pour ça que sur le deuxième album de 50, il n'y aura que 2 morceaux produits par Dr. Dre. Et donc, au vu de cette frustration-là, 50 Cent va commencer à le dire publiquement. Tied up onto the Game project, and he stayed over there, so I had to kind of go off and make my record. And I love Dre again. But if he's confused with what direction he wants to go in after this, I'll move forward in my career as a Shady G-Unit artist. Et forcément, au bout d'un moment, 50 Cent a commencé à être distant avec The Game lui-même. The Game explique d'ailleurs que le soir où ils ont enregistré Hate It or Love It, c'était ultra froid. Ils se sont quasiment pas parlé, c'était pro, mais il n'y avait pas d'interaction, pas de dynamique de groupe, rien. D'ailleurs, si tu regardes le clip de Hate It or Love It, qui est sorti donc un peu plus tard, tu verras que ça a été fait avec un fond vert. Donc tu peux te dire qu'ils étaient pas ensemble au moment où ils ont enregistré ce clip. Donc ça veut bien dire qu'ils étaient en clash, mais ils ont fait le clip pour le business. Alors qu'ils commençaient à gagner réellement de la popularité nationalement, je dirais même internationalement avec le single How We Do, The Game commence à être sollicité par les radios. Et donc il commence à faire le tour des radios les plus connues et il est invité à New York. Parmi ces invitations, il y a Hot 97, la célèbre radio new-yorkaise. Et donc dans cette période-là, on est environ en 2005, 50 Cent avait déjà des embrouilles avec absolument tous les rappeurs de New York. Je pense à Fat Joe, Jadakiss, bien sûr Ja Rule, Nas, etc., etc. Bon, le journaliste fait son travail de journaliste. Il lui pose la question. Quelle est ta position par rapport aux embrouilles de ton boss 50 ? Où est-ce que tu te positionnes ? Et The Game va commettre une erreur monumentale. Il dira qu'il n'a absolument rien contre tous les ennemis de 50. 50 does a record about Jadakiss and Fat Joe. What does that mean for you? I'm not getting in that. You're not gonna get into that? No. Jadakiss is a good friend of mine, and I've had a chance to meet and talk with Fat Joe on several occasions. When I'm on Hot 97, Funk Flex asking me, but where am I in the beef? Number one, I don't even know these niggas got beef. Number two, Jada just picked me up yesterday. I just saw Nas at Houston, and Joe is my man. So I told Flex, I don't know what 50 on. I don't know what he on. But I love Nas. And Kiss just picked me up. And Joe, that's my man. Alors, ces déclarations vont particulièrement déplaire à 50 parce qu'il considère que ce dernier n'a absolument aucune loyauté envers lui. 50 lui a donné sa première chance. Le single How We Do était initialement à 50. Il a aussi lui-même travaillé énormément sur ce premier album de The Game. D'ailleurs, si tu regardes sur ce premier album, il est en featuring sur 5 ou 6 sons. Donc, tu peux t'imaginer qu'il était très remonté contre The Game. Et tu sais quoi ? Il va le dire en live à la radio parce que lorsque The Game est en train de faire son interview à Hot 97, 50 est lui-même en train de faire une interview à New York. Et donc, les deux interviews sont simultanées, il entend ce que The Game dit, et donc il répond directement en live à la radio. La décision est sans appel. Where does he stand as far as Junior is concerned right now? Across the street or around the corner. He's not in my camp. Not at all. No way. Okay. Not after being that disrespectful. Les fans qui sont en train d'écouter l'interview de 50 et de The Game appellent le show de The Game sur Hot 97 pour notifier aux rappeurs ce que le boss de G-Unit vient de dire. C'est-à-dire qu'il ne fait plus partie de G-Unit. He said next album he ain't doing nothing for you. You gonna sell like 500,000 copies. That's what he said? That's what he said.
Wow. Et donc le soir même, 50 est invité chez Funk Master Flex, donc sur la radio sur laquelle The Game a déclaré qu'il n'avait aucun problème avec les ennemis de 50 Cent. Et donc il arrive là-bas et il explique ce qu'il a expliqué un peu plus tôt. Et pendant son interview, ça part en couille. The Game débarque avec 30 mecs armés. I think he has a problem with my position. I think he'd like to be 50 Cent. Enough's enough? This is one of the coldest nights in New York history. Nigga, I had on Converse running in the snow. We was busting real bullets. One of my homies got hit. He's still alive. Me and 50 stared each other in the eyes with guns drawn. Alors la question qu'on peut se poser, c'est comment un mec de LA est en mesure de rassembler 30 mecs armés en aussi peu de temps à New York? Eh bien, la réponse, c'est Jimmy Henchman. En termes de sécurité, The Game était extrêmement bien entouré. Tout d'abord, c'est un Blood Pyro. Donc naturellement, il est protégé par cette section des Bloods sur la côte ouest. Il y a aussi une partie de sa sécurité en chef qui sont des Bounty Hunters, une autre section des Bloods. Et enfin, lorsqu'il est sur la côte est, c'est Jimmy Henchman qui prend le relais. That Jimmy Henchman element kind of gave Game the edge, like that extended clip, because Jimmy Henchman was who he was in New York. Bien qu'il ait fait la paix, la guerre va pourtant être déclarée. Jimmy Henchman et The Game contre 50 Cent. En 2005, The Game lance la campagne G-Unit. C'est donc un jeu de mots avec G-Unit, G-Unit, donc gangster, tu n'es pas. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une campagne. Donc une campagne, ça demande des moyens financiers. Il faut créer un logo, créer des vêtements, en parler absolument partout. Bref, il faut vraiment réfléchir à ça. Et quand tu penses à un rappeur comme The Game, qui finalement dans cette période-là était plutôt un rookie, ça me paraît assez curieux qu'il soit en mesure de mettre en place tout ça. Donc, c'est tout naturellement que 50 Cent va se dire que tout ça, c'est Jimmy Henchman qui a mis ça en place. D'ailleurs, cette campagne a heurté sensiblement les ventes de G-Unit Clothing. Jimmy Iovine, le directeur d'Interscope et associé de toujours de Dr. Dre, aurait même fait un chèque d'1 million de dollars à The Game pour qu'il stoppe ça. Malgré tout ce qui est mis en place du côté de The Game, 50 Cent ne se presse pas pour répondre à The Game. Et d'ailleurs, c'est assez curieux quand tu regardes la manière dont il s'est comporté avec ses précédents ennemis. Mais finalement, il va lui répondre. Et dans cette réponse, il va mentionner Jimmy Henchman directement en disant que c'est lui qui a tout manigancé et qui encourage The Game à les clasher. Now you know Jimmy told him to do that. Go out there and say, G-Unit. Well, Jimmy, why you don't tell him how you gonna pay his bills now? Suite à ça, The Game va sortir une douzaine de diss tracks contre G-Unit auxquels ils répondront. Bon, cette vidéo, c'est pas une vidéo clash entre The Game et 50 Cent, donc je vais pas rentrer dans les détails de ces clashs, mais sache juste qu'ils se sont clashés pendant longtemps et que The Game, il est pas allé de main morte. Par contre, on va rentrer dans les détails de l'embrouille entre Henchman et le G-Unit. Et je peux te dire que c'est allé extrêmement loin. C'est à partir de 2007 que le conflit passe à une vitesse supérieure. Et ça commence avec Tony Yayo, le membre de G-Unit, et Lodi Mac, un pote de Tony Yayo, lorsqu'ils interpellent un gosse de 14 ans. Ce dernier portait un t-shirt G-Unit. Alors cet adolescent en question se dirigeait vers les bureaux de Czar Entertainment, la boîte de production de Jimmy Henchman. Comme tu as pu entendre dans un extrait un peu plus tôt, Czar Entertainment s'était installé juste à côté des bureaux de Chris Lighty. Parce que d'après Tony Yayo et 50 Cent, Jimmy Henchman a toujours voulu être Chris Lighty. Donc il s'installe à côté. Très souvent, Tony Yayo et le reste du G-Unit n'étaient pas loin, donc il était facile de voir les allers et retours du côté des bureaux de Czar Entertainment. Et donc il y a ce gosse qui passe par là avec le t-shirt G-Unit et Tony Yayo décide de l'appeler parce que ce t-shirt-là, c'était vraiment le top du manque de respect. Donc il lui demande de venir et il lui met une grosse baffe à tel point que le gamin se cogne contre lui. Lodi Mac, qui est juste à côté, sort même un gun et le pointe sur lui. Et ce gosse en question n'est d'autre que James Rosemond Jr. Autrement dit, c'est le fils de Jimmy Henchman. Et c'est donc traumatisé et humilié qu'il raconte cette histoire à son père qui rentre dans une colère noire. À partir de ce moment-là, ça devient personnel. Jimmy Henchman veut absolument la tête des membres du G-Unit. Et là, on arrive à un point de non-retour.
Alors, d'après les sources que j'ai et d'après les interviews des membres du G-Unit, Jimmy Henchman a tenté plus d'une fois d'assassiner les membres de G-Unit. Alors, on va commencer d'abord par Chris Lighty, le manager. Alors, Chris Lighty, c'est la personne que Jimmy Henchman déteste le plus. Et apparemment, il le déteste d'ailleurs bien avant qu'il commence à travailler avec 50 Cent. Alors, il a tenté de l'assassiner une fois dans un restaurant en plein Manhattan. Donc, le gars avait clairement pas froid aux yeux. Les bureaux et la voiture de Chris Lighty auraient été aussi la cible d'une fusillade. Et son frère, Dave Lighty, a même été attaqué au rasoir. Donc ça fait quand même pas mal de fois. Et ça, c'est les fois dont on a connaissance. Ensuite, Tony Yayo. Tony Yayo. Alors lui, il allait bien morfler. Alors tout d'abord, il faut que je te parle un petit peu de Tony Yayo. C'est probablement le soldat le plus loyal de 50 Cent sur les années. C'est aussi une véritable tête brûlée. C'est pas forcément le meilleur rappeur, mais c'est le mec le plus déter du G-Unit. Il a encore une mentalité à l'ancienne, ce qui veut dire que tous les ennemis de 50 sont ses ennemis. Donc lorsque Jimmy Henchman tente de l'approcher en 2005-2006 pour checker l'amitié avec lui, étant donné que les deux sont haïtiens, Tony Yayo refuse de lui serrer la main et lui dit d'aller se faire enculer. Parce que justement, il est hyper loyal à 50 et donc Henchman va avoir un problème personnel avec lui, déjà par rapport au fait qu'il lui ait manqué de respect à ce moment-là et ensuite par rapport à son gamin. Et justement, reparlons de ce gamin qui s'est fait gifler. Eh bien, ça s'est passé à Manhattan, donc il y avait des caméras et donc l'Audimac et Tony Yayo ont été arrêtés. Donc une fois arrêtés, l'Audimac prend les patins de Tony Yayo en disant que c'est lui qui a baffé le gamin. Et donc, étant donné qu'il avait déjà des antécédents judiciaires, il prendra 2 ans de prison pour ça. Il sortira donc en 2009 et le truc qui est ouf, c'est que 2 semaines après être sorti de prison, il se fera assassiner et pas par n'importe qui, par son ancien co-détenu avec qui il a passé des mois et des mois en prison. Donc tu t'imagines, t'as passé énormément de temps avec une personne, on est des êtres humains, donc on est des animaux sociaux, donc on commence à créer des liens, et cette personne avec laquelle tu as passé énormément de temps décide de t'assassiner. Et ça, c'est parce que la tête de l'Audimac, tout comme la tête de Tony Yayo et de 50, ont été mises à prix. Et par qui elle a été mise à prix? Je te le donne en mille, Jimmy Henchman. Donc tu peux te douter qu'à partir de là, 50 et les autres étaient, comme on dit, on point. Ils étaient prêts. Ils étaient déjà prêts avant, mais alors, une fois qu'ils sont rentrés en clash ouvert avec Jimmy Henchman, il fallait être 2 fois plus près, parce qu'entre Supreme et lui, ça fait déjà beaucoup. Et donc, quelques mois plus tard, après l'incident de la baffe, la maison de la mère de Tony Yayo a été la cible d'une fusillade. Et dans cette maison, à ce moment précis, il y avait la famille de Tony Yayo. Donc, un truc de dingue. Et d'après Tony Yayo, c'est très simple. Ce sont les représailles de Jimmy Henchman. Et ça ne s'arrête pas là. Par la suite, Tony Yayo lui-même a été la cible d'une fusillade. Sa voiture, sa Bentley, a reçu 5 impacts de balles. Mais Dieu merci pour lui, il était dans le van blindé juste à l'arrière. Donc en fait, il a pu voir la scène, mais il n'a pas été touché. Luckily, I was in my bulletproof truck behind the Bentley. So we all on our phones not paying attention and some dude with a hoodie came by and squeezed probably 4 or 5 bullets into the Bentley. I didn't report it to the police. I took it home, got a boom boom job, 20,000, got the door fixed. D'ailleurs, Tony Yayo l'explique. Les embrouilles les plus violentes qu'ils ont eues dans les années 2000, c'était pas avec les rappeurs, les The Game, les Ja Rule et tout ça. Non, c'était pas du tout avec eux. C'était avec des gros gangsters. 50 Cent, c'est comme si en fait c'était un personnage d'un film ou d'un espèce de super-héros de la rue. Et à chaque fois, il avait des super méchants à combattre. Il y a eu Supreme, il a fini par gagner, et ensuite il y avait Jimmy Henchman. Tu vois, c'est un peu comme Freezer et Cell. Tu vois, il y a chaque fois des méchants comme ça qui débarquent. Et tu t'imagines en 2006 par là, en clash avec Jimmy Henchman et Supreme. Et franchement, même si t'es une superstar, c'est invivable. Et justement, en ce qui concerne 50, bon, c'est vrai, effectivement, ça a été la cible, et justement, sa tête valait énormément d'argent. Bien sûr, c'est la star du groupe, c'est lui que tout le monde veut finalement. Eh bien, 50, étant donné que c'est la superstar, il va avoir souvent une sécurité hyper solide autour de lui. Mais il y a eu quand même quelques tentatives que l'on connaît. Il y a une fois où Jimmy Henchman aurait tenté de le tuer de ses propres mains. Apparemment, il était en voiture, il tournait pas loin du bloc de 50 à Manhattan, les bureaux de G-Unit. Il aurait aperçu 50 Cent, il serait allé chercher son gun pour viser 50, et à ce moment-là, il s'est aperçu qu'il y avait des policiers pas loin du bloc, donc il s'est rétracté.
tracté. Donc ça, c'est l'une des fois qu'il aurait tenté. Et une autre fois où il s'est dit, ok, 50 a toujours une voiture blindée, tout comme le reste de l'équipe d'ailleurs, donc ça sert à rien de leur faire un drive-by. On va plutôt y aller de manière beaucoup plus fine en faisant exploser leur voiture. Donc, il a essayé de faire exploser l'une des voitures de 50 Cent, mais ça n'a pas marché. Et d'après ce qui a été dit, la voiture a seulement été retrouvée en feu. Et vraiment, ce qu'il faut se dire, c'est qu'entre 2007 et 2009, il y a eu énormément de tentatives d'assassinat de Jimmy Henchman envers le G-Unit globalement. Là, je t'en ai cité au moins 4 ou 5, et c'est là où tu te demandes quand est-ce qu'il a le temps de bosser sur son business, Jimmy Henchman. C'est un gangster, en fait. En tout cas, d'après les informations que l'on a. Donc tu te dis, mais waouh, ce gars-là a fait tout ça, c'est un véritable dangereux. Quand est-ce qu'il développe son business? C'est la question que je me suis posée. C'est putain, mais c'est un ouf. Il fait flipper, en fait. Moi, je veux même pas bosser avec lui, tu vois ce que je veux dire? On sait pas si 50 Cent va lui répondre avec le même niveau d'intensité. Par contre, ce que l'on sait, c'est que 50 Cent a répondu certaines fois en musique ou plus concrètement à Jimmy Henchman. Par exemple, après que Tony Ayo ait été victime du drive-by, tu sais, la fameuse Bentley où il n'était pas, eh bien le boss de G-Unit a retrouvé les numéros de téléphone, l'identité des goons qui ont fait ça, c'était des mecs d'Atlanta. Il les a appelés, les a menacés et a mis des rats morts juste en face de chez eux. Et justement, tout ça, il en parle dans le morceau Get the Message. Les gros fans de 50 Cent connaissent peut-être le morceau, mais peut-être que vous étiez trop jeune pour comprendre ce qui se passait, mais en réalité, 50 Cent est en train de mener une guerre sous nos yeux. À partir de 2010, Jimmy Henchman connaît un déclin brutal sur tous les plans. En juin de la même année, le boss de Dar Entertainment est arrêté pour trafic de cocaïne, blanchiment d'argent et falsification de témoins. Quelques mois après avoir été arrêté, un article est publié sur le Daily News. Et cet article dit que Jimmy Henchman aurait coopéré à plusieurs reprises avec les forces de l'ordre pour alléger ses peines. Alors, cet article-là a fait l'effet d'une bombe dans le milieu du hip-hop et bien sûr dans la rue. Parce que Jimmy Henchman, on est dans la rue, donc la glorification des plus fous, elle est là. Et donc lorsque les gens apprennent ça, ils se disent mais c'est quoi cette histoire? Et le pire, c'est qu'il y a des papiers pour prouver tout ça. Ce qu'ils appellent les fameux paperworks. Donc lorsqu'il y a les paperworks, il n'y a pas de doute. Et bien sûr, 50 Cent ne s'est pas gêné pour partager ce document sur les réseaux. I'm from Southside Jamaica, Queens. I don't like Supreme, but he lived the way he actually projected himself. His lifestyle is consistent. He was true to it. He never ratted on nobody. You see what I'm saying? And Jimmy's a different kind of guy. He told everybody. He solved the last 10 years of criminal activity in New York City in 10 minutes. The DA said, hold on, chill out, stop, boy, you're gonna make like that don't even work. Pendant son incarcération, une autre information fait surface. Dexter Isaac, un gangster de New York, confesse avoir été le braqueur qui a tiré et volé les bijoux de Tupac lors de l'incident du Quad Studio en 1994, la fameuse embrouille qui a donné la guerre entre Biggie et Tupac. Il dit avoir été payé plusieurs milliers de dollars pour ça par Jimmy Henchman. Et d'après ce qui a été dit, ce dernier aurait offert les bijoux en question à sa copine. Et finalement, le 5 juin 2012, Jimmy Henchman a été reconnu coupable par le tribunal fédéral du district de Brooklyn de trafic de drogue, d'entrave à la justice, violation d'armes à feu et d'autres crimes financiers liés à son poste de chef d'organisation transnationale de vente de cocaïne de plusieurs millions de dollars. Autrement dit, en parallèle de l'industrie musicale, Jimmy Henchman était un gros trafiquant de drogue. Et en 2014, il sera également reconnu coupable du meurtre de Lodi Mac. Il aurait donc engagé quelqu'un pour assassiner Lodi Mac par rapport à l'incident avec son fils. Et donc pour James Rosemond, alias Jimmy Henchman, ce sera la prison à perpétuité. Man, I want to apologize. I want to apologize to the massive for letting these sucker ass niggas catch me out there like that. Almost like a sucker killed me, man. Et tout comme avec Supreme McGriff, 50 Cent s'en sort extrêmement bien. Clairement, il triomphe de ses ennemis. Par contre, dans ces années-là, il va quand même perdre une personne importante. C'est son manager, Chris Lighty, qui sera retrouvé mort
dans sa propriété du Bronx. Alors d'après ce que les policiers disent, ça a tout l'air d'être un suicide, mais 50 Cent ne pense pas que c'en est un. Mais je m'arrêterai là, j'en parlerai plus tard peut-être parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur Chris Lighty et sur justement les histoires de rue avant qu'il devienne manager de 50 Cent. Peut-être un futur épisode de Affiliated, qui sait. Là, clairement, on se rend compte que tous les gros gangsters, Suge Knight, parce que lui aussi, ça a été un ennemi de 50, Jimmy Henchman et Supreme, ont tendance à gérer leur business dans la musique comme si c'était la rue. Mais ça a l'air de faire très mauvais ménage. Est-ce que vous pensez qu'un vrai gangster de la rue est en mesure de pouvoir lancer un business legit, donc un business dans l'industrie musicale et cartonné, ou vous pensez que ce n'est pas possible? Il faut que ce soit des gens qui sont d'abord vraiment passionnés dans la musique et qui ont peut-être un petit côté gangster qui peuvent le faire. Dites-moi tout dans les commentaires. N'oubliez pas de liker, commenter et partager un maximum cette vidéo. N'oubliez pas aussi, vous avez l'offre Black Friday de Shane Nation. Le lien se trouve dans la description et sur le premier commentaire. N'hésitez pas aussi à les contacter directement sur Instagram. Ils sont hyper actifs. Et moi, je te dis à la semaine prochaine. C'était Chris d'Iconic pour te servir. Cheers!